Bonjour à tous, bienvenue à Hebdo4, votre émission d'information locale et régionale. Voici la programmation pour la toute première édition de l'année 2025 du 12 janvier. Le mois de la sensibilisation de la maladie de l'Alzheimer, une nouvelle formation pour les proches aidants, le projet de Vers l'innovation, une entreprise de New-Calais qui a remporté 2 prix au dernier gala reconnaissance de la Chambre de commerce Baie des Chaleurs. Les Bootfires sont de retour pour une nouvelle session. Télévague vous souhaite une très bonne émission. Nous allons débuter avec le mois de la sensibilisation de l'Alzheimer. On en parle avec Bernard Babin, le directeur général de la Société d'Alzheimer Gaspésie-les-Îles. En janvier, c'est le mois de la sensibilisation de la maladie d'Alzheimer. C'est quoi votre thème cette année? Ben, cette année, là, le thème il est vraiment novateur. Là. C'est plus on en parle tôt, moins il est trop tard. OK. C'est sûr que c'est un thème qui sort un peu de l'ordinaire, mais en même temps, c'est vraiment pour sensibiliser la population à consulter plus rapidement lorsqu'ils pensent là, qu'il y a des signes de perte cognitive qui font leur apparition. Il y a une nouvelle plateforme qui va avec ça, hein? Oui, vraiment, une plateforme qui s'appelle enparletot.ca. Puis, il y a beaucoup d'éléments d'information là-dedans. Pourquoi consulter? Qui sont les professionnels? C'est quoi les premiers signes de la maladie d'Alzheimer? Donc, c'est vraiment une plateforme qui est provinciale, donc qui est vraiment accessible sur Internet. Fait que ça, c'est une nouveauté cette année qui vient là, avec le thème, là, toujours dans le cadre du mois de sensibilisation. Selon les derniers chiffres, il y a combien de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer? Ouais, ben si on pourrait parler au niveau provincial, 170 000 personnes. Donc, on sait que ces chiffres-là, d'ici les 25 prochaines années, pourraient doubler au Québec. Actuellement, dans la région Gaspésie-les-Îles, on parle alentour de 2500 personnes qui vivent avec des pertes cognitives. OK. Les chiffres sont en augmentant là, partout, là. Est-ce que le réseau médical et votre organisme réussissent à combler toutes les demandes engendrées par la maladie? C'est impossible. C'est impossible dans le sens que pour un organisme communautaire, il y a une question de budget. Donc, malheureusement, on manque de personnel, on le dit. Puis, j'en profite pour mentionner qu'on a des postes disponibles, entre autres, à l'intervention. Il nous manque des gens sur le territoire de Gaspésie-les-Îles. On le sait que malheureusement, on a des gens qui sont sur une liste d'attente pour avoir des services, mais en tout cas, on commence 2025 avec l'espoir qu'on va avoir davantage d'intervenants pour qu'on puisse là, combler nos postes puis offrir davantage de services. Par contre, on le voit là depuis quelques années, c'est vraiment en progression, même dans nos services, là, qu'à chaque année, on augmente le nombre de gens qu'on voit, autant des proches aidants que des gens qui ont des pertes cognitives. On a beaucoup de demandes aussi de répit, d'aller faire de la stimulation à domicile ou d'avoir du répit de groupe. Donc, on fait qu'est-ce qu'on peut. Puis, ça va bien avec le répit. Là, on a moins de gens qui sont sur la liste d'attente. Fait que, tu sais, malgré les défis qu'on a avec les ressources humaines, on continue à offrir des services quand même de qualité. Rallye de la mémoire, c'est une activité qui revient depuis plusieurs années. C'est une activité de financement en même temps de sensibilisation, faire bouger nos neurones parce qu'il y a beaucoup, c'est des jeux, tu sais, c'est des jeux, des mots mystères croisés, sudoku. Vraiment là, il y en a de toutes les sortes. C'est en vente au siège social à Bonaventure. Les gens peuvent nous rejoindre. C'est 20 $ pour l'acheter. Puis il y a des prix pour les meilleurs pointages ainsi que les participations. OK. Si on parlait aussi de financement, votre dernière campagne de financement majeure, là, le défi Alzheimer, Oui. vous avez rapporté combien? Le défi Alzheimer, 182 000 $. Vraiment une grosse réussite encore cette année. Là, les gens sont très généreux. Faut dire aussi, plus qu'il y a de gens aussi qui reçoivent des services, ben plus qu'ils ont tendance aussi à nous encourager, on nous donne des contributions financières. Donc, c'est vraiment encourageant. On sent vraiment qu'on a le soutien de la population partout sur le territoire de la Gaspésie-les-Îles. Puis ça, ben, c'est un peu une claque sur les épaules parce qu'on se dit, ben, on doit offrir des bons services si la population nous soutient autant. Bernard, c'est-tu vrai qu'après 65 ans, nos risques de développer la maladie d'Alzheimer augmentent? Absolument, c'est sûr. La maladie d'Alzheimer, hein,
Plus qu'on va vieillir, plus que malheureusement nos chances de la développer sont là. Je veux dire, c'est ça, c'est lié au vieillissement. C'est pas dans le vieillissement normal, mais c'est ça. Le cerveau, c'est un muscle. Il a besoin d'être stimulé. Le corps a besoin d'être bien nourri. Il faut continuer à faire du social. Tu sais, c'est toutes des choses qui peuvent même aider à diminuer les risques de la maladie ou les retarder. Tu sais, des fois, on dirait avec la retraite, les gens, ils sont un petit peu moins impliqués, tu sais, moins socialement, et moins présents parce qu'ils sont plus avec leurs collègues de travail. Qu'est-ce que vous diriez à une personne qui est aux prises avec quelqu'un de son entourage avec des symptômes de la maladie d'Alzheimer? Oui, je dirais, dans un premier temps, en parlant au médecin de famille, c'est clair, faut avoir le diagnostic. Un diagnostic, faut pas penser que du jour au lendemain, la vie est terminée. Bien au contraire. Puis nous, à la Société Alzheimer, on le dit toujours, la vie continue. Un peu la même chose quand une personne apprend qu'elle a un cancer, elle décède pas le lendemain. Là. Donc, c'est la même chose. Nous, on continue à travailler ça parce qu'il y a encore des mythes. Ça, faut pas se le cacher. Par contre, nous, on travaille avec l'équipe en intervention pour maintenir les activités sociales de la personne atteinte, que la vie continue, d'offrir des outils aux proches aidants, aux gens qui ont des pertes cognitives. Donc, la vie continue. Merci beaucoup, Bernard. Ça fait plaisir. Nous avons rencontré la sympathique Louise Dupuis, coordonnatrice des programmes et services à la Société d'Alzheimer et de Gaspésie-les-Îles. Elle nous renseigne sur leur nouvelle formation spécialement conçue pour les personnes proches aidantes qui accompagnent une personne vivant avec un trouble cognitif. Louise, est-ce que tu pourrais me parler de votre nouveau service que vous offrez? Oui, c'est une formation pour les proches aidants. Donc, c'est une formation pilote qui a été créée par la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer. On va faire le tour de toute la Gaspésie-des-Îles, puis il va y avoir aussi une formation virtuelle pour les proches aidants. Elle s'appelle « Apprendre à aider sans s'oublier ». Donc, durant cette formation, ce qu'on va faire, les proches aidants, on va être un petit groupe, pas plus que 12 personnes, pour pouvoir échanger. On va parler pour ce premier module du diagnostic, des différentes maladies, de l'évolution de la maladie, c'est quoi les traitements qui existent, qu'est-ce qui existe, parce que oui, il y a les médicaments, mais il y a autre chose qui peut aider la personne. Comment envisager l'avenir, autant au niveau financier que juridique. Fait que ça, on va parler de ça avec les proches aidants. Fait que ça va être d'une durée d'environ 8 heures. La formation, ça va être 4 rencontres. OK, puis comment ça fonctionne si on veut s'inscrire? Bien, on invite les proches aidants à nous appeler à la Société Alzheimer, puis on va prendre en note vos inscriptions, puis on va pouvoir vous dire les dates et les lieux. Okay. Est-ce que c'est vrai qu'avoir des contacts sociaux au quotidien peut diminuer nos risques de développer des troubles neurocognitifs? Oui, tu as raison, t'as bien fait tes recherches. Il y a des parties de notre cerveau qui s'allument seulement quand on socialise. Puis, ce qui arrive avec la maladie, pour plusieurs proches aidants, il faut s'en apercevoir, c'est que notre proche, il a tendance à s'isoler, puis beaucoup aussi en début de maladie, parce que il s'aperçoit au début de ses pertes cognitives, qu'elle a plus de difficultés peut-être à s'exprimer, à faire certaines choses. Donc, quand il arrive beaucoup de monde, au lieu de poser des questions, demander aux gens de parler moins vite, de faire certaines choses, puis notre personne va s'isoler. Mais ça, c'est pas bon pour son cerveau. Fait que c'est important, même pour nous, de socialiser avec les gens. C'est quoi les bienfaits de l'art et de la musique aussi sur la santé de notre cerveau? C'est sûr que au niveau de la musique puis l'art, ce que ça va faire, ça va toucher la mémoire qui dure le plus longtemps avec la maladie. C'est la mémoire émotionnelle. OK? Fait que donc, on va aller chercher les émotions. Au niveau de la Société Alzheimer, justement, on a notre programme Musique et Mémoire. Donc, avec le programme Musique et Mémoire, on va utiliser la musique pour aider la personne, mettons, à calmer son anxiété, à mieux être. On va l'aider aussi, une musique plus calme. On dit que ça pourrait aider la personne à faire venir son appétit. Puis, en tout cas, il y a plein de vertus. Nous, on l'a utilisé, ça fait environ 7-8 ans qu'on l'utilise à la Société Alzheimer auprès des personnes atteintes. Puis on voit beaucoup d'améliorations, d'avantages. J'ai vu des gens en résidence qui ne pouvaient plus participer à des activités parce qu'ils se désorganisaient. Mais là, on a su qu'ils aimaient la musique. Fait qu'est-ce qu'on a fait?
Quand les gens revenaient de l'activité, on leur mettait de la musique qu'ils aimaient. C'est important que ce soit de la musique personnalisée, la musique qui faisait lever le poil du cerveau de la personne. Fait qu'on utilisait cette musique-là, puis la personne se calmait, puis après ça, tout allait bien pour le reste de la soirée. Fait que grâce à la musique, la personne pouvait continuer sa routine en résidence, aller aux activités, puis ça a aidé à calmer, mettons, ces comportements-là qu'on appelle déroutants. Pour une personne qui commence à avoir des petits oublis, puis ça, je veux dire, ça veut pas dire aussi que c'est causé par la maladie d'Alzheimer. Ça peut être plein d'autres, en tout cas, d'autres maladies, états, mais je commence à faire des oublis. Ce qu'on peut faire, c'est avoir tout un petit tableau blanc sur notre frigidaire, puis on prend l'habitude de tout écrire les notes, là. Fait que la personne, elle va avoir la routine, l'habitude de dire « Là, j'ai oublié quelque chose, je vais aller voir », puis on écrit seulement l'important. On peut aussi faire une liste de numéros de téléphone les plus importants qui est situé aux côtés du téléphone, mais c'est important qu'elle demeure à côté du téléphone parce que cette liste-là, si on commence à bouger, on ne saura plus. Puis aussi, pour une personne qui commence à oublier, souvent les personnes en début de maladie vont avoir tendance à égarer beaucoup leurs objets. Donc, si j'ai eu un diagnostic précoce, c'est que je vais mettre dans ma routine, toujours mettre les choses à la même place. Quand j'arrive à la maison, mes clés, je les mets sur ma tablette. Mes lunettes, je les mets, mettons, dans un tiroir. En utilisant tout le temps cette routine-là, la personne, ça va l'aider à pas s'égarer, pas oublier d'objets. Auriez-vous des petites actions qu'on peut faire au quotidien pour préserver notre santé, même jeune, là, à tous les âges? Oui. Puis ça, tu as raison, ça commence jeune. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut tout faire pour conserver tout ce qui est notre cœur et notre tête. Donc, stimuler notre cerveau. Donc, c'est sûr, des fois, les gens disent « Ah, juste à la tablette, tout ça. » Mais un jeu là, qui n'a pas de demandant, qui est relaxant, c'est pas un jeu qui est stimulant pour le cerveau. Il faut quand même que ça demande un effort. Fait que faut que, mettons, si je suis rendue trop bonne au Scrabble puis que je suis tout le monde, mais que le Sudoku, je trouve ça difficile, si je veux vraiment stimuler mon cerveau, je peux aller au Sudoku. Ça va être plus facile. Ça va être mieux pour mon cerveau. Apprendre une nouvelle langue, ça serait super gagnant. Faire de l'exercice physique, ça c'est sûr. Puis, dépendant si on est diabétique ou pas, en tout cas, il y a certains exercices qui pourraient être mieux que l'autre. Mais quelque chose qu'on peut faire aussi, c'est qui peut vous donner, mettons, 2 points, c'est que je vais marcher puis je vais écouter des balados. Fait que ça, en même temps, je fais de l'activité physique, puis je stimule mon cerveau parce que mon cerveau va avoir tendance à se faire des images. Fait que ça, c'est très bon. Socialiser, comme tu l'as dit tantôt, tu avais vraiment raison, c'est très bon pour le cerveau. Une saine alimentation. Ce que vous pouvez faire d'autre pour votre cerveau, c'est, quand on parlait de socialiser, mais justement, vous impliquer dans des organismes, aller faire du bénévolat. Fait que là, vous allez échanger avec des gens. Vous allez stimuler votre cerveau, vous allez voir. En tout cas, c'est juste bon pour votre cerveau. Bien, je vous remercie beaucoup pour les informations. Bien, merci. Grâce au projet Vers l'innovation, 100% du verre acheminé au centre de tri de Grande-Rivière est transformé en granulat de verre. La directrice générale de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie, Nathalie Drapeau, nous en parle. En quoi consiste le projet Vers l'innovation? Bien, c'est un projet qui est démarré depuis 2017 ici. L'idée au départ, c'était de transformer le verre qui était généré sur le territoire, de transformer ici pour le réutiliser ici. En 2016-2017, on avait fait un voyage, on avait vendu du verre en ville. On avait transporté 30 tonnes. Ça avait coûté 4 000 $. Là, on disait que ça n'avait pas de bon sens, cette affaire-là. Il fallait faire autrement. Alors, c'est là qu'on a commencé à développer le projet. Il y a eu Éco-entreprise Québec, Recycle Québec qui ont collaboré. Et la ligne de transformation du verre s'est installée chez nous. Et depuis ce temps-là, donc depuis 2017, on produit du verre ici. Et ce verre-là est réintroduit dans les recettes d'abrasifs de rue. Donc, les villes et entrepreneurs qui font du déneigement, ils viennent acheter du verre, ils font leur recette d'abrasif de rue, ils diminuent le sel, ils diminuent le sable pour introduire une partie de verre. Et ce verre-là ajoute au niveau de l'efficacité du produit abrasif de rue. Donc,
En gros, c'est un peu ça, le projet, c'était de vraiment de transformer le verre localement pour qu'il soit réutilisé localement. Combien de granulats de verre vous faites par année? Je dirais, là, entre 350 et 450 tonnes là, dans ces eaux-là, dépendamment là, de ce qu'on reçoit comme quantité de verre dans une année. Et ce verre-là, je vous dirais que 70-75 % est vendu aux municipalités et entrepreneurs. Et l'autre portion est achetée par des citoyens qui viennent en chercher pour faire des aménagements paysagers. Ça serait quoi les avantages d'avoir un paillis de verre? Bien, quand tu l'installes, puis ça dépend comment tu le travailles, là, mais quand tu l'utilises comme paillis de verre, c'est que les mauvaises herbes repoussent beaucoup moins vite. Par contre, faut vraiment que tu l'installes de façon en suivant un petit peu les règles, c'est-à-dire, tu te mets une membrane, puis tu en mets quand même 2 pouces ou à peu près. Nous, en avant, là, on l'a installé là depuis 2018, je crois. Mm-hmm. Et là, on commence à avoir des mauvaises herbes. Cette année, il va falloir que je travaille un petit peu le dossier. Okay. J'ai même vu aussi des dalles de béton avec du verre intégré dedans recyclé. Oui, mais en fait, ce sont des dalles de plastique. Ces dalles-là étaient produites à Victoriaville par une compagnie à Victoriaville. Étaient fabriquées à partir de sacs plastiques et de verre. Donc, éventuellement, est-ce que nous, on va se mettre à produire ce type de dalles-là? Je ne sais pas, là. Mais effectivement, ça, c'est un mix qui peut se faire, puis qui peut permettre de produire des dalles. On pourrait aussi produire des planchettes. Donc, il y aurait peut-être différents produits là, qui pourraient être générés. Là, on n'est pas encore tout à fait là. On va commencer par partir de notre ligne de plastique. Mais oui, ça pourrait servir à ça. Okay. Puis-vous nous expliquer tout le processus de transformation de granulats de verre? Oui. Alors, le verre que nous, on reçoit ici au centre de tri, on le reçoit sous 2 formats. Mm-hmm. On reçoit des bouteilles pleines, cassées, mais tu sais, des gros morceaux de verre. Et on reçoit aussi, quand le verre arrive, tu sais, les bacs bleus, tu sais, des fois, ça arrive, puis le verre est tout cassé en petits morceaux. Ça, on le récupère à travers les rejets de convoyeurs. Donc, on appelle ce qu'on appelle, nous, notre 0,2 pouces. Alors, on a tout plein de petits morceaux de verre. Ce qu'on fait, c'est que les rejets de convoyeurs passent par toute la ligne de transformation du verre sans se rendre jusqu'à l'imploseur. C'est-à-dire que on vide on vide les rejets dans la benne. Ça passe par un premier convoyeur. Il y a un aimant qui retire tout ce qui est métallique. Après ça, ça passe par une soufflerie qui aspire les petits morceaux de papier et les petits morceaux de plastique. Et après ça, on a un trieur qui est là, qui retire les contaminants plus grossiers, là, comme par exemple des projectiles, des brosses à dents, en tout cas, toutes sortes de matières qui n'ont pas rapport. Là. Et là, on se retrouve avec du verre nettoyé. Ce verre nettoyé-là, on le mixe avec du beau verre, donc des bouteilles qu'on a reçues. Et là, on remet ça dans la benne d'alimentation. Okay. Ça repasse par tout le même circuit, mais ça se rend jusqu'à l'imploseur. L'imploseur, c'est le cœur de la ligne de transformation du verre. Et c'est là où le verre va être projeté sur des plaques de carbone et le verre va être implosé, donc en petits morceaux. Et après ça, ça va se rendre vers un vibrant, donc où on a des tapis qui ont des ouvertures toute de la même grosseur. Et ça va un tamis, exactement. Puis ça va venir tamiser. Ça va nous générer un produit de 0,6 mm à peu près, donc assez harmonisé. Oui, il y a des petits grains là, de verre, donc comme des poussières pratiquement, mais ça peut se rendre jusqu'à 16 mm aussi. Okay. Ce verre recyclé-là, est-ce qu'il est pur? 99,8 %. Donc, c'est-à-dire que c'est un produit de très belle qualité. Je pense que vous pouvez voir même à l'arrière, c'est assez... quand tu le regardes, là, tu dis, bon, il n'y a pas beaucoup de contaminants là-dedans. Nous, on n'a pas besoin de refaire un autre traitement par la suite. C'est vraiment comme ça qui est vendu. Souvent, les gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont appeler, ils vont dire, bon, moi, j'aimerais ça avoir du verre. Là, on demande souvent quel moyen de transport vous avez, parce qu'une tonne, c'est pas tout le monde qui est capable de transporter ça. Donc, il y a différents formats. Soit qu'on a des petits sacs, alors les gens peuvent se procurer des petits sacs de verre. Sinon, ils peuvent acheter une grosse poche qu'on laisse ici, puis ils viennent en chercher régulièrement avec une chaudière là, dans leur poche. Il y a différentes façons de faire. Donc, oui, en général, les gens vont nous appeler avant.
Mais présentement, il y a seulement au centre de tri à Grande-Rivière que vous fabriquez du verre recyclé. Oui, en fait, même au Québec, je pense qu'on est dans les rares là, à faire ça. Il y a d'autres entreprises là, qui vont recevoir le verre de d'autres centres de tri, qui vont le transformer, mais c'est pas directement au centre de tri même. Là. Mais dans toute la Gaspésie, on est les seuls à générer le verre comme ça. Bien, je vous remercie. Bravo pour votre initiative. Ben merci beaucoup. C'est un marché. L'idée, c'est vraiment de réutiliser les matières le plus près possible de là où elles sont générées. On réduit le transport à ce moment-là. Puis, c'était peut-être une utilisation un petit peu plus intelligente. Télévague s'est déplacé afin de découvrir une entreprise située à New Carlisle qui s'appelle Lettrage Hilltop Création. Trevor Bottle, le propriétaire, nous présente avec fierté les 2 prix qu'il a remportés au dernier gala reconnaissance de la Chambre de commerce Baie des Chaleurs. Bonjour, Trevor. Bonjour, comment ça va? Oui, le lettrage Hilltop Création, qu'est-ce que vous offrez comme service? Service, on offre quasiment tout. Tu peux être capable de penser dans ta tête. Tu peux aimerais avoir ton logo ou une image ou quelque chose personnalisé pour mettre n'importe où. On fait des bannières, on fait des t-shirts, on fait des tasses, on fait des affiches, on fait tout. Okay. Tout capable d'imaginer. On peut installer ça sur n'importe quoi, n'importe quel... N'importe quoi. Même si tu voulais coller ça sur des roches, ça va bien coller sur des roches. Ouais! OK, récemment, vous avez gagné 2 prix au Gala reconnaissant de la Chambre de commerce Baie des Chaleurs. Oui. Qu'est-ce que ça représente pour vous, le prix de petite entreprise de service? La petite entreprise de service, c'est un gros honneur parce que c'est le service qui est le plus important pour nous autres. Puis qu'est-ce qu'on offrait comme service? Ben, avant tout, c'est le rencontrage là, du monde pour savoir qu'est-ce qu'eux autres veulent. Puis on se donne tout ce qu'on peut pour être capable de rendre ce service-là à eux autres. Oui, puis vous avez aussi gagné le prix pour le service à clientèle. Pourquoi vous pensez que vous avez gagné ce prix-là? Ah, pourquoi on pense qu'on s'est gagné ça? Parce qu'on travaille très, très fort. Hein, on lève le matin, puis on rentre dans le shop, puis on n'arrête pas quasiment jusqu'à temps qu'on dort, juste pour être capable d'avoir un service rapide, puis à top qualité pour on peut donner. Êtes-vous tout seul comme employé? Non, on a engagé un graphiste à temps partiel, plus ma blonde a travaillé avec nous aussi après sa job, son vrai job au MRC de Bonaventure. Okay. Est-ce que vous pourriez nous expliquer tout le processus à la fabrication d'un lettrage? La fabrication, c'est ça part avec l'idée de notre clientèle. Après ça, on met ça sur l'ordi, puis on fait le montage avec eux autres. Après ça, on envoie ça, pendamment si c'est pour des chandails ou si c'est pour une sticker ou une pancarte. De toute façon, là, on envoie ça, puis on envoie ça dans l'imprimante. Okay. Puis là, si on s'imprime, après 24 heures, ça va sécher. On passe dans le laminage, que c'est pas toffer l'extérieur, des éléments de l'extérieur, le soleil, la pluie, la neige. Après ça, on se colle ça sur l'affiche où c'est vraiment qu'est-ce qu'il veut dessus. C'est quelle sorte de... OK. Le laminage, là, c'est pour protéger du soleil et des intempéries, mais c'est quoi du laminage? Le laminage, c'est un pellicule clair qui ça va direct par-dessus la sticker, dans le fond. Okay. Comme ça fait une autre couche de protection dessus. Qu'est-ce que vous utilisez comme matériel pour faire vos lettrages? On utilise du vinyle. Surtout que c'est du vinyle qu'on utilise pour les lettrages parce que c'est ça qui passe dans l'imprimante. Je vois que vous avez comme plusieurs couleurs de vinyle. C'est pas imprimé avec des couleurs déjà? Ça dépend sur le type de lettrage qu'ils veulent. Des fois, c'est juste des lettres simples, puis ça peut être une couleur. Comme ça, on offrait une variété de couleurs. Qu'est-ce qu'il peut avoir sur le lettrage dessus. Si c'est quelque chose qui était plus difficile, avec plusieurs couches, ben là, dans ce temps-là, on va mettre dans l'imprimante, puis ça va tout imprimer une couche. Sinon, on a besoin de mettre couche par-dessus des couches par-dessus des couches, ben on en a, ça va être pas mal épais. Beaucoup, OK. Vous faites aussi de la gravure. La gravure, oui. On fait du gravure sur du bois. Dans le fond, c'est du brûle. On brûle les images dans du bois. OK. Après ça, la gravure sur la vitre. C'est des vitres. Comme ça, on est capable
gravé direct sur la vitrine. Sur la pierre aussi? Ou tout Pas le sur les matériel? pierres. Non? Non, c'est du bois puis les vitres qu'on est capable d'engraver dessus. Puis c'est gravé à la main ou avec un appareil? Une laser. Ah, au laser. Ouais. OK. Comment ça fonctionne si on voudrait avoir recours à vos services? Ah, tu es capable de m'envoyer un message sur Messenger ou notre page Facebook. C'est ça. Puis on a un site web. OK. Ou on est capable simplement d'appeler au shop à 418-751-5061. Merci beaucoup pour l'entrevue, puis merci beaucoup à toute notre clientèle qui viennent à tous les jours cogner sur notre porte pour dire « Hey, félicitations à votre beau ouvrage, puis on aimerait ça pour avoir un service de vous autres. » Bien, merci. Bienvenue. Vous avez décidé de vous mettre au sport cette année? Les cours de danse en ligne Bootfire sont la solution idéale pour vous. Chantal Castillo, experte en danse, vous en dit plus sur ces cours de danse qui vous permettront de tenir votre résolution et de bouger davantage en 2025. Comment ça a débuté, les Bootfire? Ça va faire, cette année, on va fêter notre 10e anniversaire. Ça a débuté tout bonnement. J'aimais le country, j'aimais beaucoup la danse. Puis tranquillement, là, j'ai voulu vraiment avancer là-dedans. Puis j'ai décidé du tac au tac là, de prendre des cours ou d'en donner. Puis j'étais plus dans le style country américain, ce que je voulais faire. Donc j'ai décidé d'en donner. J'avais une expérience là-dedans. Donc j'ai décidé de m'en aller là-dedans. On a commencé tranquillement, des petits groupes. Ça a débuté tranquillement jusqu'à grossir maintenant à être le Bootfire de la région, là. La danse en ligne, là, c'est-tu difficile? C'est pas tant difficile. Il faut débuter par le début. Tout le monde qui veut apprendre peut apprendre, même ceux qui n'ont jamais dansé. Il y en a qui rentrent en me disant oui, mais je suis pas capable de faire 2 pas. Je dis oui, mais si tu veux apprendre, tu vas finir par apprendre. Puis ils sont tous étonnés qu'à la fin de la session, ils peuvent danser. Il faut se donner une chance. On est là pour s'amuser. On est des adultes qui est là pour s'amuser. On a une vie en dehors de ça. On ne veut pas se stresser avec la danse. Puis au fond, c'est que si à la fin de la soirée, on ne la sait pas par cœur, c'est tellement pas grave. Il y a tellement de choses dans la vie qui est plus grave que de ne pas savoir une danse. On va la repratiquer, on va s'amuser, fait que c'est pas si compliqué que ça. Quand on veut l'apprendre, on l'apprend, ça, c'est pas d'inquiétude. Ceux qui embarquent, ils finissent par comprendre qu'on est là pour s'amuser, ils prennent ça à la légère, ils reçoivent les vidéos, fait qu'on finit toujours par l'apprendre. La nouvelle session commence dans la semaine du 13 janvier. Donc, nous, on donne 4 soirs semaine. On va donner les lundis à Bonaventure, les mardis à Passepébiac, les mercredis à Saint-Godefroy et les jeudis à Caplan. Et nos horaires sont sur notre page Facebook. On donne 3 niveaux. Donc, le débutant, ça va partir de la personne qui n'a jamais appris à danser ou la personne qui a une petite base qui veut commencer la danse. On a le novice, qui est souvent nos débutants des années passées, qui vont transiger vers le nouveau niveau de novice, qui est un peu plus avancé. Ça veut dire que ces gens-là connaissent un peu les pas de base. Et on a ensuite les intermédiaires qui sont avec nous depuis certains 10 ans, qui sont avec nous, qui, eux, dansent et ont une grande facilité, là. Fait que, mais tous les élèves peuvent venir essayer un cours, puis dans le pire des cas, ils vont s'apercevoir que c'est pas le bon niveau, puis ils vont se replacer au niveau qu'ils désirent. On n'est pas là pour juger personne, on est là pour essayer puis s'amuser. Pas plus compliqué. Faut-tu s'inscrire à l'avance? Non, ils se présentent au cours. On demanderait une quinzaine de minutes à l'avance pour permettre aux gens à l'entrée de donner leur nom et tout ça, pour qu'au moins, si jamais on doit annuler, qu'on s'assure la température, des choses comme ça, qu'on s'assure de pouvoir rejoindre les danseurs. Mais non, il y a 15 minutes à l'avance, on prend les noms, les gens se présentent dans les salles, puis pas plus compliqué que ça. Je suis déjà professeur invité avec mon conjoint pour le Festival de Saint-Quentin du Nouveau-Brunswick à tous les ans maintenant. On est beaucoup accroché à ce qui se fait à Saint-Tite. On a des collaborateurs de Saint-Tite là, qui nous tiennent au courant de qu'est-ce qui va se danser dans l'année, des choses comme ça. De façon, on se parle à toutes les semaines. Donc, moi, je pense que oui, c'est une belle vague. Ça attire beaucoup de jeunes. Je vous dirais, ma plus jeune doit avoir 9 ans. Elle est toute cute, elle a son chandail de Bootfire, elle a pris le plus petit, ça va jusqu'aux genoux avec une belle petite ceinture. C'est un ange. Puis ma plus âgée doit avoir 80. On est vraiment dans plein de zones. Tous les âges là, peuvent se reconnaître dans notre danse.
Puis oui, je pense que c'est quand même une danse qui est rendue assez populaire. La musique est bonne, c'est du country américain, il y a vraiment du beau choix depuis quelques années. Ceci conclut notre édition d'HebdoCat du 12 janvier. Merci beaucoup pour votre écoute et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission d'information locale et régionale. Passez une bonne semaine!